fond de cet accord, c'est la coopération. Coopération, bien sûr, entre l'Alberta et le gouvernement fédéral, coopération avec la Colombie-Britannique et surtout la coopération, les partenariats avec les peuples autochtones. Ce sera des grandes occasions sans précédent d'avoir des bénéfices économiques dans les projets. M. Carney, en compagnie de la première ministre albertaine Danielle Smith, qui vantait les mérites du protocole d'entente que les deux venaient de signer. C'est ce qui a causé le départ de Stephen Guilbeault. On en parlait en début d'émission. Je retrouve Alex, Chantal et Michel. Je commence avec vous, Chantal. Est-ce qu'il n'y avait pas... On a lu le protocole, on écoute le propos. Il n'y en avait pas de voie de passage pour le ministre Guilbeault là-dedans, là. Ben non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que si Mark Carney avait voulu démontrer que dans sa négociation, parce que je pense qu'à l'origine, tout le monde a un peu pensé que M. Carney allait obtenir des progrès significatifs sur le front de la lutte au changement climatique en échange d'accommodements avec l'Alberta sur des dossiers énergétiques d'intérêt avec l'Alberta. Et quand l'entente est sortie, c'est pas du tout de ça qui a été question, mais plutôt du retrait de politiques climatiques importantes qui n'ont pas de remplacement selon les études même du gouvernement fédéral. Mais il y a quand même quelque chose d'absurde là, dans ce qu'on vient de voir. La collaboration, dit M. Carney, avec la Colombie-Britannique, qui n'a pas été consultée puis qui a appris que ça se passait dans le journal, la collaboration avec les nations autochtones concernées sur le moratoire de pétrolier, qui ont rencontré un ministre fédéral après que l'entente avec l'Alberta a été conclue. Sérieusement, écouter ça et se dire, mais où ils sont alors les gens, les Autochtones et la Colombie-Britannique à la séance de signature? Non seulement ils sont pas là, mais ils veulent rien savoir. Quant aux bénéfices économiques, M. Carney était, je le comprends, occupé à Londres. Mais ça s'appelait Northern Gateway. Ça, c'est le projet qu'on vient de ressusciter. La Colombie-Britannique en connaît tous les inconvénients et les avantages. Le gouvernement actuel était contre et les nations autochtones étaient contre. Et même les gens de la ville où le terminal devait se situer, Kitimat, avaient voté 60-40 contre le projet. Alors, c'est pas comme si on tournait une nouvelle page qu'on commence à écrire. On revient en arrière. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral est allé chercher? Ou en fait, j'ai envie de vous demander, pourquoi on a senti le besoin du côté d'Ottawa d'aller aussi loin sans en retirer davantage de bénéfices? En fait, c'est un peu le mystère de cette histoire-là, c'est où était l'urgence de faire un protocole comme celui-là, étant donné qu'il n'y a pas de projet de pipeline, il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas eu de consultation sur un nouveau projet. Donc, pourquoi est-ce qu'on brûle autant de capital politique pour quelque chose de très hypothétique? Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a très, très peu de chances qu'on voit ce pipeline-là un jour, étant donné ce que Chantal vient d'expliquer. Et donc, je peux comprendre l'aliénation de l'Ouest, puis le gars qui vient d'Edmonton, Mark Carney, qui comprend l'Alberta, puis qui veut... Mais en même temps, c'est gaspiller beaucoup de capital politique à court terme pour quelque chose qui peut-être un jour va rapporter au Canada. Et ça, cette urgence-là, j'ai de la difficulté à me l'expliquer. Si Mark Carney n'avait pas encore compris qu'il dirige un pays compliqué, je pense qu'il a compris là, cette semaine. Il y avait beaucoup de pièces mouvantes et c'est peut-être le premier dossier où il y a autant de pièces mouvantes. Colombie-Britannique, Première Nation, Alberta, secteur privé et des gens qui ont une opinion là-dessus à l'extérieur de l'ouest du pays, parce qu'en Ontario, puis au Québec, puis en Atlantique, on regarde ce qui se passe. Autant de pièces mouvantes avec une vision différente de la chose. Et là, s'il n'avait pas compris que c'est plus compliqué que d'être président de Banque centrale, là, je pense qu'il vient de comprendre. Parce que je pense qu'il a sous-estimé la réaction que ça allait créer. Michel, justement, l'une des théories ou l'une des explications cette semaine, c'était que M. Carney voulait calmer un peu le mouvement séparatiste en Alberta. Quelqu'un m'a dit... mais ce faisant, n'est-il pas en train d'alimenter le mouvement séparatiste au Québec? Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr que ça se joue sur l'équivalence des deux mouvements séparatistes, là. Mais ce dont je suis certain, par exemple, c'est que le projet de pipeline puis le projet de port a moins de chances d'être réalisé aujourd'hui qu'avant qu'on signe cette entente-là. L'entente, dans les faits, elle fait que il y a
un grand nombre de gens qui se reconnaissaient dans Stephen Guilbeault, dans des gens comme lui qui disent « Hey, ça marche pas ». Et ça va braquer la Colombie-Britannique, dont l'apport est essentiel pour que le projet marche. Puis parlons pas des communautés autochtones, parce que c'est la même chose. Alors, de facto, là, le grand politicien, il a réussi à rendre le projet pour lequel il a signé une entente avec l'Alberta moins faisable aujourd'hui qu'il l'était hier. Oui, Chantal, je l'ai vu réagir. Oui. Entendons-nous, là, si Mark Carney dirige un gouvernement minoritaire, c'est parce que les électeurs au Québec, dont plusieurs ont quitté le Bloc pour le Parti libéral pour assurer sa victoire, et les électeurs de centre-gauche en Colombie-Britannique, qui ont déserté le NPD pour voter pour le Parti libéral, l'ont amené au pouvoir. Ce sont des électeurs qui sont plus sensibles que la moyenne canadienne à la question climatique. Et si vous étiez un néo-démocrate qui a voté libéral aux dernières élections, que vous voyez votre gouvernement se faire marcher dessus, vous demanderiez à votre député libéral, l'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson, est là-dedans. Il a tenté de poursuivre le gouvernement fédéral contre l'oléoduc Trans Mountain. Vous demanderiez, mais à quelle heure est-ce que j'ai voté pour ça? Et si ces électeurs-là décident de retourner à la maison, dans ce cas-là, le Parti libéral est en grande difficulté et je ne crois pas que les électeurs albertains vont être tellement reconnaissants qu'ils vont devenir libéraux du jour au lendemain. Mais en attendant, M. Carney a encore des votes de confiance à venir sur le budget. Il ne doit pas compter sur l'appui d'Elisabeth May pour ces votes-là, chef du Parti vert, à partir de maintenant. Et il doit probablement pas non plus compter sur des abstentions néo-démocrates. Donc, son sort va dépendre de l'épaisseur des rideaux derrière lesquels Pierre Poilievre pourrait cacher assez de députés pour qu'ils ne perdent pas un vote de confiance. Chantal, Alec, on va aller surveiller les rideaux la prochaine fois. Alec, Chantal mentionnait Trans Mountain. Il y a un parallèle à faire entre Trans Mountain et ce qu'on a vu cette semaine. Parce que ça n'a pas été très heureux non plus pour le gouvernement Trudeau, ce dossier-là. On ne veut pas dire qu'il a raflé beaucoup de sièges en Alberta après avoir dépensé 35 milliards de dollars. Je pense, hein? Oui, c'est ça. Puis ça n'a pas beaucoup aidé parce que les Albertains... Bon, il y avait le nom Trudeau, il faut dire. Bon, il y avait bien des éléments là, qui jouaient contre Justin Trudeau là, depuis son père, etc. Je pense que Mark Carney, on le voit dans les sondages, passe mieux en Alberta. Mais de là à dire que ça va donner une razzia de sièges, non, je ne pense pas. Ça pourrait à la marge en donner quelques-uns, là, mais honnêtement... Est-ce que ça va compenser ce qu'il pourrait perdre en Colombie-Britannique? Ça, je suis loin d'être certain. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y a un calcul politique dans ce qui a été fait. Honnêtement, je pense qu'il est convaincu que c'est une bonne chose que de faire cette entente-là. Je pense qu'il est convaincu que ça prend un pipeline puis que ça prend des centres de données en Alberta puis qu'il faut alléger la réglementation puis aider les Albertains à se sentir davantage faisant partie prenante de la fédération. Et c'est pour ça que j'ai dit que je pense qu'il vient de comprendre que politiquement, il y a des coûts à ces décisions-là, que quand on est en affaires, au banquier, on ne se rend pas compte de ça. Mais là, ce qu'on est convaincu de faire, même si c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des répercussions négatives pour ton parti. Puis je pense que là, s'il y a un moment d'éveil, il y a peut-être un avant et un après à ce qu'on vient d'assister cette semaine. Bon, maintenant, la grande question, elle a été posée à maintes reprises, on n'a pas la réponse encore. Pourrait-il y en avoir d'autres? Il y en a des gens au sein du caucus libéral qui partagent le point de vue de M. Guilbeault, qui soit sur l'île, en Colombie-Britannique ou encore qui fasse partie des plus progressistes élus avec la cohorte de 2015-2019. Michel, est-ce que c'est un risque de voir d'autres députés partir à cause de cette entente-là? Partir ou tout simplement, Chantal parlait d'épaisseur de rideau, là, de rester derrière le rideau lors d'un vote de confiance. À un moment donné, c'est une façon d'exprimer son désaccord avec un gouvernement. Alors, juste la personnalité de M. Guilbeault. Est-ce que M. Guilbeault va être en chambre s'il y a un vote de confiance pour le gouvernement? Est-ce qu'il va voter la confiance au gouvernement? C'est une bonne question. Tu sais. Alors, ça va compliquer le travail des prochains votes de confiance, c'est certain, parce que même s'il y a des gens qui ne démissionnent pas, il y a des gens qui peuvent s'abstenir d'une façon ou d'une autre en n'étant pas là lors du vote. Chantal, puis ensuite, Alec, l'impact sur le caucus. Ça ébranle le lien de confiance qui est beaucoup plus fragile entre le caucus et le Parti libéral et Mark Carney que ce qu'il présume. Et ça vaut pour l'électorat aussi. Hein? Si Mark Carney s'imagine qu'il y a un lien affectif entre lui et l'électorat québécois ou celui de la Colombie-Britannique, il se trompe gravement.
Les électeurs qui l'ont appuyé les yeux grands ouverts pour des raisons pragmatiques, mais ça ne leur brisera pas le cœur de faire d'autres choses. Et les députés sont à peu près dans la même situation. Quand ils se font expliquer par un ministre comme M. Hodgson, qui est en politique depuis 6 mois, que leurs inquiétudes quant à leur avenir politique dans leur circonscription de la Colombie-Britannique, ça tient de la naïveté et qu'ils n'ont rien compris à l'économie. Est-ce que vous pensez qu'ils se disent « Ouais, ça va bien, notre chef nous a à cœur et les gens qui sont influents, qui ont de l'influence sur lui, ont vraiment beaucoup de compréhension de ce qui fait qu'il y a un gouvernement libéral actuellement à Ottawa. » Alec? Je doute qu'il y ait d'autres départs du caucus parce que Stephen Guilbeault est resté membre du caucus. Je pense qu'il a fait cette fleur-là à Mark Carney en restant au caucus. Il aurait pu décider de siéger comme indépendant ou même décider de démissionner complètement, provoquer une élection partielle. Il reste au caucus parce qu'il sait que c'est un gouvernement minoritaire, fragile, et que donner les rênes à Pierre Poilievre, ce serait probablement pire encore sur le plan environnemental. Non seulement le protocole resterait en place parce que l'Alberta est contente, mais en plus, c'est que tout ce qui est politique, taxes industrielles, tout ça prendrait le bord. Là. On veut vraiment tout éliminer chez les conservateurs. Et Stephen Guilbeault se dit, bien, on n'est quand même pas pour aller jusque-là. Donc, je reste membre du caucus, je reste membre du parti. Et donc, je pense que ça, il y a bien des députés. Puis au Conseil des ministres, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres comme Stephen Guilbeault. Donc, je pense pas qu'au Conseil des ministres, il y ait beaucoup d'autres personnes prêtes à démissionner. Mais dans le caucus, je peux me tromper, là, je ne suis pas dans le caucus, mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura peut-être pas, étant donné que Stephen Guilbeault reste. Mais je pense, comme Chantal, que la confiance, elle est très fragile et qu'il faudra qu'il fasse attention à ses prochains gestes s'il ne veut pas qu'il y ait là, on commence à y réfléchir plus sérieusement chez d'autres députés. Là. Bon. Bien, on va suivre ça, évidemment. Parlant de confiance et de gestes qui peuvent avoir des conséquences et de départ, on va passer chez les libéraux québécois. On en a parlé dans le passé, mais on dirait qu'à chaque semaine, les trucs s'accumulent. Michel, je commence avec vous. Ça va pas bien pour M. Rodriguez. On a l'impression qu'il n'est pas capable de reprendre le contrôle de cette crise-là. Qu'est-ce qui se passe au juste? D'abord, il est un très mauvais gestionnaire de crise. Ceux qui le connaissaient à Ottawa le savaient, mais là, c'est comme magnifié quand on est chef de parti. Deuxièmement, il n'a pas... il n'a pas conquis le Parti libéral du Québec. Les militants libéraux ont choisi M. Rodriguez, mais avec une très faible marge. Et là, ils voient quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va faire une déclaration publique, que ce soit en conférence de presse ou tout le monde en parle la semaine dernière, a l'air d'empirer son cas. Alors, il y a beaucoup de gens, puis on le voit dans les sondages aussi, qui disent... En anglais, ils appellent ça buyer's remorse, là, le remords de l'acheteur. Il y a pas mal de monde qui commence à se dire « Hey, qu'est-ce qu'on a fait là? Puis qu'est-ce qu'on s'est fait passer? » là? Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les libéraux actuellement. Ouais. Chantal, puis ensuite, Chantal, comment vous qualifieriez la gestion de cette crise-là par M. Rodriguez? C'est un peu de la non-gestion parce que gérer une crise, c'est réussir à tourner la page et à passer à d'autres choses. C'est pas du tout en train d'arriver. Et plus il se présente pour en parler sans avoir de réponse, plus il étire la crise. On n'est pas à veille d'en sortir, mais on parlait de lien affectif là, au sujet de Mark Carney, mais c'est aussi vrai, c'est encore plus vrai dans le cas de Pablo Rodriguez. Et il peut dire que dans sa jeunesse, il faisait partie du Parti libéral du Québec, mais c'est pas quelqu'un de la maison, et la différence entre lui et Mark Carney, c'est qu'il n'a pas amené le parti à une victoire électorale. Mm-hmm. Alors, évidemment, il est dans une situation extraordinairement fragile, suffisamment fragile, selon moi, pour qu'il y ait des gens qui se disent « Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de le remplacer avant la prochaine campagne? » Ben, ça s'est fait par d'autres partis. Alors, on ne sait jamais. Alec? Écoutez, le sondage Palace Data, l'actualité Québec 125, était dévastateur pour ça cette semaine parce que c'est la cote personnelle de Pablo Rodriguez qui est touchée par cette gestion de crise. On voyait qu'il y a à peine que 13 des Québécois qui ont une opinion favorable de Pablo Rodriguez. Il y en a 56 qui en ont une opinion défavorable. Puis il y en a dans le milieu autour de 27 qui ne savent pas quoi penser. 13 c'est l'équivalent de François Legault, qui gouverne depuis 8 ans, qui a pris des décisions évidemment impopulaires. Tous les gouvernements en prennent pendant 8 ans. Mais là, il se retrouve au même taux d'approbation et d'affection que François Legault, qui, lui, se débat comme un diable dans l'eau bénite pour remonter son gouvernement. Pablo Rodriguez est arrivé il y a 6 mois. Il devrait être dans une forme de lune de miel. Il n'a rien promis à personne. Il n'a donc trahi personne. Il n'y a pas eu de compromis à faire. Et il se retrouve dans une situation où les Québécois le regardent aller et ils font comme « Ouais, je suis pas certain ».
Alors ça, il faudra que ça se replace assez vite parce que les élections, c'est dans moins d'1 an et il n'y aura pas beaucoup de temps devant lui pour être capable de redresser la barre. Bon, on verra la semaine prochaine si on calme la donne un peu sur les points de presse puis les mises à jour à tous les jours, puis si on est capable, du côté de M. Rodriguez, de reprendre le contrôle des choses. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.